toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire mensuel où nous accueillons Monsieur Bernard Prat-Desclaux. Bonsoir Bernard. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Salut Alain. Alors, ce webinaire, c'est le deuxième du genre, j'aurais tendance à dire. Il aura une fréquence qui vous donne largement la parole, puisque le but est effectivement d'analyser les marchés, c'est une sorte d'analyse à la demande. Donc, au vu du contexte actuel, moi j'avais même commencé déjà à poser mes questions à Bernard avant même le webinaire, avant même qu'on lance le live, puisque bon, il y a beaucoup d'actualités actuellement avec les décisions sur les taux des banques centrales, avec bien sûr la volatilité sur les marchés, l'inflation, les matières premières. Enfin, on a l'embarras du choix. Le niveau de l'euro-dollar, j'interrogeais Bernard à ce sujet également. Voilà, donc l'actualité est ultra riche. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Bernard et surtout à vous pour poser vos questions. Ok, ça marche. Donc j'enlève ça et en principe vous devriez voir l'écran normal et on était sur le Nasdaq a priori. Donc bonsoir à tous ou rebonsoir à tous. L'idée de ces points, c'est à la fois de faire des points sur le marché, c'est aussi de mettre à votre dispo, à votre service, si vous avez des questions sur la manière dont vous abordez les marchés, sur la manière dont peut-être, comme j'ai un peu de métier, hein, ça fait plus de 28 ans pour ceux qui ne me connaissent pas, que je suis trader individuel, que j'ai été gérant de fonds dans professionnel. Donc, toutes les questions sur tous les sujets que vous voulez, avec plaisir, j'y répondrai. Donc, que ce soit sur les marchés, sur des analyses de marché, ou sur comment travailler un marché, ou sur est-ce qu'il vaut mieux travailler en swing trading, en intraday, en scalping, sur les actions, sur les futurs, sur les CFD, tout ce que vous voulez. C'est vraiment l'idée de ces points. Donc, vous n'hésitez surtout pas. Moi, je vais démarrer, je pense, avec une analyse marché parce que les marchés sont quand même très intéressants là. Puis après, je dirais que la suite du webinaire, je compte sur vous, c'est vous qui le ferez avec les questions que vous poserez. Allez, donc je vous propose que l'on attaque avec ce qui s'est passé là, hein, avec la Fed, et on va prendre un petit peu quand même. On va revenir en fait en arrière ce qui s'est passé avec la Fed. Ça fait en gros quand même 18 mois maintenant que tout le monde savait, que tout le monde supputait qu'on était entré dans une phase d'inflation. Jusqu'en octobre dernier, la Fed refusait de voir cette inflation. C'est-à-dire que au début, elle n'était pas là, après, elle était provisoire. Et puis, il y a quand, donc jusqu'en octobre, il n'y a qu'au mois de novembre qu'ils ont enfin reconnu que Jérôme Powell, le président de la Fédérale Réserve américaine, a enfin reconnu le fait que finalement, peut-être qu'il était temps de réfléchir à comment agir contre l'inflation, car le provisoire semblait vouloir durer plus longtemps que prévu. Alors pourquoi est-ce que l'inflation est aussi ennuyeuse pour les marchés? Elle est ennuyeuse pour les marchés à plusieurs titres. Alors, je ne vais pas dans tout lister ici, mais bon, le premier titre, le plus évident, c'est le fait qu'une inflation, il y a certaines entreprises qui vont voir leur marge se réduire, dont leurs bénéfices se réduire et dont leur valorisation actuelle se réduire de manière très mécanique. Et puis après, quoi qu'il arrive, une inflation plus forte, ça veut dire que les taux doivent remonter parce que c'est la politique des banquiers centraux. Et donc, si les taux remontent mécaniquement, puisqu'on évalue une entreprise à l'aune de ses flux, des flux futurs, de ses bénéfices que l'on actualise avec le taux d'intérêt, plus ce taux est élevé et plus mathématiquement, financièrement, on a une valorisation qui va être réduite. Donc c'est pour ça que l'on a eu, durant toutes les années que l'on vient de vivre, des valorisations qui pouvaient sembler à certains très élevées, qu'il était, mais avec des taux à zéro, en fait, elles n'étaient pas si élevées que ça, mais désormais, dès lors que les taux remontent
et qui remontent surtout beaucoup plus vite que prévu. C'est là où le danger réside, du fait que ça remonte beaucoup plus vite que prévu. Donc, on a le 10 ans US qui a franchi les 3% cette semaine. Donc là, ça commence à être significatif. Ben, ça veut dire que mécaniquement, toutes les entreprises de croissance vont voir leur PER devoir être valorisé beaucoup plus bas que ce qu'il était. Et en plus, pourquoi est-ce que les marchés réagissent mal? C'est qu'en principe, il y a un double effet qui se coule, c'est qu'en plus, il y a les marges qui se réduisent. Donc, si vous avez des valorisations financières qui sont réduites, plus des bénéfices des entreprises qui se réduisent, ben ça fait que derrière, vous avez des entreprises comme Facebook, Netflix Co. qui vont perdre des 50-60% sur leur point haut, des Amazon qui perdent plus de 35% sur leur point haut, ce n'est pas rien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur le sujet des taux, de l'économie ou pas, ou si vous voulez que l'on passe à l'analyse des indices, des questions. Alors, histoire de poser une petite question, Bernard, donc un peu jouer un peu le néophyte, mais pour alimenter le débat, il y a des taux longs, il y a des taux courts, il y a des taux qui évoluent en fonction du marché. Comment expliquer tout ça? Alors, la Banque centrale, enfin, les banques centrales, elles gèrent les taux courts, c'est-à-dire ce sont les taux auxquels les banques vont se refinancer avant de prêter. Alors, normalement, les taux courts n'ont pas une influence directe sur les taux longs, mais les taux longs, eux, sont influencés par la prévision et de croissance et d'inflation à X années. Donc, dès lors que les banquiers centraux commencent à relever les taux courts, ça va avoir une influence et sur la croissance et sur l'inflation sur les années à venir. Donc, ça va mécaniquement avoir une influence sur les taux longs. Après, il y a un autre phénomène qui n'existe pas lorsqu'on faisait, enfin, lorsque j'ai fait mes études financières, c'est-à-dire que avoir des banquiers centraux qui viennent acheter des obligations, c'est-à-dire qui viennent sur le marché, ça veut dire que les banquiers centraux, depuis donc maintenant une grosse dizaine d'années, avec les QE, etc., ont administré les taux, même les taux longs, alors que leur travail, ce n'était que de fixer le taux court qui en fait va gérer, on va dire, le montant de liquidité sur les marchés. Ils sont en plus intervenus, ils interviennent encore, au moins jusqu'en juillet pour la BCE, si je ne m'abuse. La Fed s'est arrêtée puisqu'elle commence à retirer justement des liquidités. Donc, ils sont intervenus aussi sur les taux longs en achetant des obligations. Et donc, lorsque tu te portes acquéreur d'obligations, mécaniquement, tu soulages l'offre et la demande. Donc, mécaniquement, le prix de ces obligations diminue et le prix d'une obligation, c'est son taux. Voilà. Ok, mais je te laisse poursuivre, bien sûr. Merci encore. Et puis, pour les participants au webinaire, vous pouvez bien évidemment formuler vos questions également par écrit dans le chat. Ok, ça marche. Et si vous avez des questions qui sont longues, vous n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, comme ça je sais que vous posez une question, que vous écrivez, je m'arrête, j'attends. Voilà. C'est un moyen assez pratique. Bon, ben, je vous propose qu'on regarde assez rapidement les indices, car les choses sont claires en ce
qui me concerne, ça fait maintenant le Nasdaq est baissier depuis le mois de novembre, donc ça fait plus de 6 mois donc désormais que le Nasdaq s'est inscrit dans un mouvement de retournement de moyen long terme. La dernière fois, dans le mois dernier, j'expliquais aussi que mon opinion à moyen long terme était plutôt que l'on allait sur des marchés baissiers, qu'au mieux on serait sur un range et que donc l'idée, si on pense qu'on est sur un range, sur un marché qui est baissier, lorsqu'on s'approche de résistance, on vend tout simplement. Donc on short, les résistances et les supports ont vocation à céder à plus ou moins court terme. Et là, ce qui s'est passé hier avec le Nasdaq a été plus que significatif, hein, puisqu'en fait, ça c'était avant-hier et donc hier là, on a eu en fait un double test de support. Il a semblé suite à l'annonce de Jérôme Powell, hein, parce que en fait, lorsque la Fed a relevé ses taux de 0,50 à 20 heures, la réaction a plutôt été négative, même si c'était ce qui était prévu, ça a été vendu, on va dire, c'était ce qui était en fait anticipé, ça a été vendu. Et la suite, lorsqu'il a commencé son discours à 20h30, ça a été calme. Et dès 20h35, pile, il a prononcé le mot que tout le monde attendait, c'est-à-dire que tout le monde était vraiment fébrile sur le fait que est-ce que la Fed se contenterait de 0,50 ou est-ce qu'elle irait vers les 0,75% à la prochaine réunion ou à la suivante. Enfin bref, autrement dit, est-ce qu'elle remonterait très très vite les taux, hein? Il faut savoir juste n'aparté, ça faisait 22 ans, donc moi je l'ai connu puisque j'étais là, ça faisait 22 ans que la Fed n'avait pas relevé ses taux de 0,50. Donc ce qu'on vit, c'est tout sauf rien, je dirais. Voilà, c'est un moment très important. Moi, je pense vraiment qu'on est en train de changer d'époque, de période, et comme tout changement, ça va être brutal, ça va être long, ça va être violent, ça va être voilà, tout le monde va se poser tout un tas de questions et sur les marchés, la réalité c'est que les marchés vont être agités de soubresauts, mais qu'à moyen long terme, le sens plutôt, on le connaît. Donc, je reviens sur la Fed. Lorsque Jérôme Powell a prononcé à 20h35 0,75, pour le moment, il n'en discutait pas, il était hors de question pour le moment qu'il relève les taux de 0,75. À ce moment-là, on peut envisager, c'est à peu près ce que j'ai vu, que tout ce qui avait essayé de jouer la baisse avec des grosses positions ont dû se racheter, ça a été violent. D'où ce phénomène de rebond assez spectaculaire hier, hein. Bon, voilà. Ce matin, les indices européens qui ouvrent sur des hauts, qui tiennent à peu près, qui corrigent normalement sur les niveaux supports qui étaient en fait attendus. Et puis la stat qui est tombée à 14h30 et qui est venue en fait, on va dire, affoler les marchés, détruire le beau discours de maîtrise de Jérôme Powell. Parce que la stat était la suivante, hein. Bon, je vous la livre très vite sans entrer dans les détails, mais elle expliquait que la productivité par unité de travail, donc par salarié, était en très très forte baisse, une baisse que l'on n'avait plus vue depuis plus de 50 ou 60 ans, donc ce n'est pas rien comme chiffre. Et la productivité, évidemment que pour les entreprises, c'est crucial parce que si vous avez des employés qui sont peu productifs, ça veut dire que les bénéfices que vous allez dégager à la fin de l'année seront plus faibles que ce qu'ils étaient. Donc une très très forte baisse sur la productivité et dans le même temps, une inflation salariale par coût unitaire, là aussi très forte. Donc, si vous avez à la fois la productivité qui baisse et le prix du travail qui augmente, ça veut dire que mécaniquement, ça va être très compliqué pour les entreprises de continuer à assurer les bénéfices qu'elles assurent depuis donc maintenant un certain nombre d'années.
Et on voit bien que dès lors que l'on rentre dans une économie de pénurie, dans une économie avec une inflation, toutes les problématiques que l'on connaissait sont bouleversées. Ben, les marchés en prennent acte, tout simplement. Donc, est-ce qu'il faut s'affoler? Alors moi j'ai du mal et je ne m'affole jamais parce que mon job c'est de être trader, donc c'est de gérer ce que je vois. Je sais pas, est-ce que je peux juste vous poser une question, si vous vouliez bien, vous pouvez répondre. Est-ce que ceux qui étaient là, vous êtes plutôt trader, swing trader, investisseur? Si vous pouvez juste me dire en une phrase ce que vous faites, futur, CFD, voilà. Ça serait bien. Ben voilà, donc moi, mon job, c'est être trader, donc je dois juste essayer de comprendre ce que le marché me joue, et ensuite j'ai tous les outils pour suivre ce que le marché me joue. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, être affolé, être énervé, être agacé, être je ne sais quoi parce que le marché nous joue, c'est une erreur. En tant que trader, on doit juste suivre ce que le marché nous propose. Et donc, je vois qu'il y a un day trader futur. Donc, est-ce que ça se passe bien en ce moment? Normalement, avec la volatilité, parce qu'on fait du day trading sur les futurs, on aime ça et donc ça paye. On préfère généralement les traders, enfin moi, je préfère lorsque les marchés sont volatiles et que ça bouge vite, plutôt que des marchés qui vont être lents, que des marchés qui vont traîner. Donc, généralement, il est débutant, un an, flat à ce stade. Débutant des traders futurs, un an flat, honnêtement, c'est plutôt bien. Voilà. J'ai eu récupéré des traders que je formais qui venaient, qui après quelques mois ou un an ou deux étaient en mode désespéré en disant je perds lourd. Voilà. Donc flat, non, c'est bien. Honnêtement, pour être en gain régulier, je parlais parce que si vous gagnez un mois ou deux, ça veut absolument rien dire. Mais vraiment, pour être en gain régulier, il faut compter honnêtement entre 2 et 3 ans. Entre 2 à 3 ans. Voilà. Donc, si vous êtes flat avec une année, c'est plutôt bien, hein, je trouve. Voilà. Dans les autres, parce qu'il y en a qui font les timides, je vais vous pousser à me parler. Qui êtes-vous? Si vous voulez, hein. Et évidemment. Bon, en attendant que vous me répondiez, donc on va juste voir si l'on regarde le Nasdaq, il y a des choses extrêmement simples. Il faut pas se poser des questions très très compliquées. On voit de manière extrêmement simple. C'est pas ça. Là, voilà. Que on a une grosse résistance sur le Nasdaq, il y a un gros support qui a 7 à 800 points entre les deux. On sait très bien que la probabilité, donc désormais, que le support cède est plus forte que ce qu'elle était hier, évidemment. Dans tous les cas, est-ce que le support va céder là? On ne sait pas, on a les chiffres du chômage demain, mais ce qui est certain, c'est que à terme, on doit aller beaucoup plus bas que les niveaux actuels. Euh, une des grosses erreurs que commettent les traders qui vont débuter, c'est une mauvaise identification du sens. Très classiquement, vous avez, on va dire, un biais plutôt à la baisse, ce que vous devriez avoir depuis le mois de janvier ou février, on va dire. Enfin voilà, mais bon, c'est aucun problème.
avec une optique de vous dire que chaque fois que le marché va rebondir, vous êtes plutôt vendeur. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et souvent, lorsqu'on est dans l'hésitation, lorsqu'on est dans le doute, euh, lorsqu'on arrive sur des niveaux où il faudrait vendre, vu que le marché il va en remontant, on se dit et si, et si, et si. Donc, je n'y vais pas. Donc, vendre une résistance sur un marché qui rebondit, ça peut être très compliqué. Et en fait, beaucoup, on va dire, ceux qui perdent, vont attendre que l'on vienne retester le bas, retester les supports pour se confirmer, pour être sûr et certain que le marché s'est bien retourné pour vendre. Mais vendre un support, même sur un marché qui est plutôt baissier, n'est jamais une excellente idée car la probabilité que l'on rebondisse un peu, que ça traîne, que ça range, que ça latéralise, elle est très forte. Et on est à peu près sûr parce que on short au moment typiquement là aujourd'hui où le marché est très puissant et on a le sentiment que la baisse ne s'arrêtera jamais, on vend à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le marché va se mettre à retracer et là on va commencer à se mettre en stress, on va commencer à se mettre dans le doute et c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'on enclenche on va dire, des habitudes psychologiques qui sont très mauvaises, c'est-à-dire que vous aviez mis un stop, vous enlevez le stop, vous êtes rentré avec une position, vous en ajoutez, donc vous moyennez, etc. Donc, pour être régulier en trading, vraiment, ce qui est essentiel, c'est de prendre des bonnes habitudes et de s'y tenir. Ça, c'est mon gros truc. Et tout le prouve. Est-ce qu'il y en a qui font du forex, des devises de l'euro dollar ou pas? Est-ce que ça vous intéresse que l'on en parle ou pas aussi? Non, a priori, on ne fait pas. Alors moi, je n'en fais pas, mais je pense que l'euro-dollar est important quand même, Bernard, sur des niveaux historiquement bas, aurais-je tendance à dire. Et le débat est justement de savoir si on peut rejoindre la parité mathématique de 1, voire aller plus bas. Il a déjà été plus bas, l'euro-dollar, dans son histoire, mais pas dans une histoire récente. Et on est effectivement sur des niveaux que j'estimerais critiques. Où on voit là aussi sur ce que tu nous présentes, là en bougie journalière, ce qu'Éric Lefort qualifierait comme une action-réaction, c'est-à-dire une grande bougie verte suivie d'une grande bougie rouge, ou l'inverse. Hein. Donc c'est un mouvement qui est contrecarré brutalement, donc qui rapporte brutalement des plus bas. Alors va-t-on descendre encore de quelques figures ou pas? Alors, moi, lorsque je m'étais amusé à faire une analyse de moyen long terme sur l'euro-dollar, sachant que c'est pas un produit que je travaille énormément, je l'ai eu travaillé sur les futurs, notamment lorsque j'étais do pro. Maintenant, je travaille donc beaucoup moins, mais je pense par contre que tout trader devrait regarder l'euro-dollar car ça a une influence forte. Ça dit beaucoup de choses sur l'inversion au risque, ça dit beaucoup de choses sur la capacité des matières premières à monter, des matières premières à redescendre, etc. Donc, il est très important de regarder l'euro-dollar. Et si on fait des actions aussi, donc bien évidemment, puisqu'il y a certaines entreprises qui vont être plus ou moins impactées par la force de l'euro ou par la force du dollar. Donc, c'est vraiment, je le regarde systématiquement, même si ce n'est pas le produit que je trade désormais en fait au jour le jour, pour être clair. Sinon, alors cette analyse, pour moi, donc sur cette analyse, on est sur une dernière vague de baisse, mais une vague de baisse. Toi qui connais bien Elliott, on est sur une 5, hein, donc une 5 extrêmement puissante. Euh,
très typiquement, hier, j'étais avec mes abonnés, je leur faisais remarquer que là, on était sur une accélération qui était l'accélération la plus brutale depuis les 1,20. Donc, ça faisait quand même très, très, très longtemps que l'on n'avait pas eu une pente et avec lâchage en règle avec cette rapidité. Alors, c'était tout à fait normal. On était juste avant la Fed, etc. Ensuite, 3 séances avant la Fed. On voit bien que donc ça faisait 3 journées là qu'on latéralisait, que l'on attendait vraiment le résultat de la Fed. Hier, donc j'en reviens à mon fameux 0,75 qui a soulagé. Et là, ça se voit très bien avec l'euro-dollar. Donc c'est bien lorsqu'on fait les indices d'essayer de voir si l'euro-dollar valide ou pas le rebond. Et là, hier, c'était le cas, mais de la même manière qu'hier, le rebond, c'était le cas. Effectivement, ce chandelier qui est un avalement d'école pour le moment, si l'on clôturait là, voire plus bas ce soir, c'est vraiment un signal où les opérateurs ont retourné leur veste avec une brutalité, une puissance qui peut et qui doit nous faire dire que la probabilité d'aller tester les 1 est désormais très ouverte, très 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 ouverte. Voilà. Et pour aller plus loin que l'analyse technique pure, parce que là, lorsqu'on est face, enfin, lorsqu'on est face à des graphiques qui sont comme ça, où voilà, on fait donc des baisses très impulsives. Mon job de trader, ce n'est jamais, parce que je suis trader, je ne suis pas amuseur public ou je ne sais pas, ce n'est jamais de me dire ça va s'arrêter là ou ça va aller jusque là. Parce que tant que le marché, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du moment que le marché ne me dit rien, qui ne me donne aucune information claire sur le fait qu'il se retourne, ça ne sert à rien, moi, que j'essaye de le deviner à ce stade. Et pour le moment, le marché, la seule chose qu'il me dit, c'est que c'est baissier. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Je ne sais pas si vous comprenez lorsque je dis ça, mais notre job de trader, encore une fois, ce n'est absolument pas de jouer aux apprentis sorciers, de jouer. Enfin, moi, je fais une immense différence entre l'analyste technique qui nous explique plein de choses, mais qui ne va jamais poser l'argent sur la table, et le trader qui pose l'argent sur la table. C'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. C'est très facile d'être un analyste technique qui explique tout et son contraire, qui fait de 250 prévisions, qui ensuite va retenir les 25 qui lui ont réussi. Lorsque l'on trade, la seule chose qui nous intéresse, c'est où est-ce que je rentre, où est-ce que j'invalide le sens que j'avais choisi, où est-ce que je sors, est-ce que mon risque est supérieur au gain, est-ce que mon gain est supérieur au risque. Ce sont les seules choses. Voilà. Ça s'appelle être trader. Et donc là, bah, très typiquement, pour le moment, avec le chandelier du jour, ben, le marché, la seule chose qu'il me raconte, c'est on veut aller plus bas. Alors, est-ce qu'on va aller plus bas immédiatement? Est-ce qu'on va latéraliser? Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que au vu de ce que j'ai sous les yeux, tout rebond a vocation à être vendu. Voilà. Puis après, pour aller sur un plan plus fondamental, là, pour sortir un peu des chandeliers et de l'analyse technique, ben, c'est clair que on va attendre la prochaine conférence, voir les prochains propos de
Christine Lagarde qui a commencé à modifier légèrement à la marge son opinion sur l'inflation. On attend désormais quand même une possible ou probable, on ne sait pas trop, hausse des taux donc au mois de juillet de la BCE. Mais ce qui est certain, c'est que si la Fed monte à chaque réunion de 0,50 et que nous on monte de 0,25 en juillet et de 0,25 en fait à Noël, l'écart va se creuser. Il n'y a aucune raison pour que l'euro-dollar ne chute pas. Ça, c'est sur le plan fondamental. Et tu peux même y ajouter ensuite, donc derrière, un autre phénomène, c'est que c'est quoi la crédibilité d'une banque centrale qui, face à une inflation très forte, ne réagit pas ou réagit peu. Donc, si la banque centrale n'est plus crédible, est-ce que sa monnaie l'est? Voilà, ça c'est une véritable question. Donc, l'euro est vraiment en train de rentrer dans une zone très risquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pour le moment, et à ce stade, il n'y a rien qui raconte le contraire de ce que je vous dis là. Allez, allons voir. D'autres amis le CAC, est-ce que vous tradez le CAC, vous tradez le DAX, vous tradez quoi en général? Les États-Unis? Le DAX, ok. Moi, j'ai deux futurs préférés, le DAX et le Bund. Ah, un Bund, super. L'Eurostoxx aussi. Ah oui, là, c'est... Ah oui, Bund, micro-DAX, micro-Nasdaq, Eurostoxx et le Bund. Ok. Le Bund est très, très, très intéressant si on... bon, après, tout va dépendre comment est-ce que vous le travaillez. Le Bund, moi, quand je le travaille beaucoup en scalping. Je ne suis pas encore décidé. Mais, on peut. Enfin, moi, lorsque je suis en intraday ou lorsque je scalpe, j'ai deux futurs vraiment que je préfère, c'est le Bund et le DAX. Je vais travailler sur le CAC dès lors que je suis en intraday, c'est-à-dire plus large. L'Eurostoxx, je le fais plus, mais je l'ai beaucoup travaillé lorsque j'étais pro parce qu'il me permettait effectivement de rentrer avec des grosses positions. Hein. Lorsque vous rentrez avec des 700-800 lots, sur le CAC, c'est très compliqué. Sur le DAX, c'est très compliqué. Sur l'Eurostoxx, c'est extrêmement simple puisqu'il y a l'offre et la demande qu'il a. Et le Bund, c'est la même chose. On est sur en fait un carnet d'ordre très très bien fourni. Le DAX et le Bund, je les travaille surtout. Tiens, c'est une petite curiosité. Je les travaille surtout d'impulsion. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous faites, mais c'est vraiment des deux futurs qui ont en fait un momentum très fort, donc qui est très intéressant, puisqu'il génère plus de points que les autres sur un mouvement qui est identique. Voilà. Si vous prenez la cassure d'un support, d'une résistance, on va dire avec le dos, et avec le DAX, vous verrez que le momentum, que l'inertie de la tendance qui est générée sera plus forte sur le Bund et sur le DAX que sur le DO, que sur le CAC et que sur l'Eurostoxx 50. Donc, il vaut mieux travailler le DAX et le Bund en sortie de range. Et puis après, lorsqu'on identifie bien les mouvements aussi, ça retrace du coup beaucoup plus. Parce que comme
comme les vagues sont plus poussées avec une inertie plus forte, lorsque la vague se retourne, généralement, si vous amusez, vous pouvez vous amuser à faire le test sur un échantillon relativement large. Vous pouvez vous amuser avec un FIBO, je veux dire, de manière simple. Il suffit que vous mesuriez les FIBO des vagues de retracement entre le dos et le DAX et vous verrez. Voilà. Avec le Nasdaq, vous trouverez le même phénomène. Voilà. Donc, aux États-Unis, est-ce que je trade les États-Unis? Je trade essentiellement avec le Nasdaq en scalping et en intraday. Je réserve le dos aussi pour les positions plus longues. Voilà. Alors, on va essayer de vous sortir le DAX, puisque vous faites le DAX. Alors, le DAX, je ne sais pas hier si vous l'avez travaillé, mais hier, on a vu un... Voilà. Hier, on a vu un phénomène très intéressant qui était le fait que le CAC était sur les bas. L'Eurostoxx était sur les bas, je parle de l'après-midi. Le Nasdaq a enfoncé ses bas. Le dos avait essayé de faire une sortie par le haut, puis redescendait vers le bas. Et le DAX, lui, était en train de nous dessiner ce triangle-là en allant chercher systématiquement ses résistances. Et moi, j'étais en live avec mes abonnés et je leur disais, j'ai plutôt pour habitude d'écouter ce que le DAX raconte parce que généralement, il est plutôt précurseur de signaux. Donc, je suis très mal à l'aise à être vendeur avant la Fed, alors que le DAX est sous les résistances et qu'il est en train de nous proposer une sorte de triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est un triangle dont la borne supérieure est à l'horizontale et il y a de légères probabilités, enfin, les probabilités de sortie sont légèrement supérieures vers le haut. Légèrement plus, hein, mais bon, voilà. Et lorsqu'en plus c'est le DAX qui vous le joue, vous dites, bon. Et effectivement, ce qui s'est joué avec Jérôme Poel à la clôture et puis après à ce niveau-là était quand même très intéressant puisqu'en fait ça validait bien le fait que le DAX était bien en train de construire une jolie contraction avant une explosion. Voilà. Donc, par contre, la suite qu'ils sont en train de tout faire là est très spectaculaire. Alors, pour le moment, ils sont en train de racheter les points bas du support là. Ils sont en extension. C'est quoi la probabilité désormais que l'on remonte sur les hauts du jour? Honnêtement, très faible. C'est quoi la probabilité que le support qui est en train d'être travaillé là cède sur les prochaines heures ou les prochains jours? Plutôt très fort. Moi, j'avais fait, j'avais fait une analyse fin de mois début mai, donc lundi matin, pour être clair, en disant qu'après un mois d'avril un peu dans tous les sens, on était sur une probabilité d'avoir un mois de mai plutôt short de manière assez brutale. Je pense que ce qui se joue aujourd'hui est un signal extrêmement clair. Après, avec un très gros avantage pour moi aussi, c'est que si jamais le DAX devait revenir sur les hauts, très clairement, c'est une invalidation. Donc, on a un stop et les objectifs pourraient être extrêmement bas. Est-ce que lorsque vous faites de l'intraday, vous faites aussi un peu de swing ou vous n'en faites pas? Et si vous n'en faites pas, c'est pourquoi? C'est parce que ça ne vous plaît pas, parce que ça ne vous intéresse pas, c'est parce que
c'est parce que les capitaux qui sont demandés sont trop importants. Enfin bref, voilà le genre de questions. Swing ou not swing? En swing, je perds car pas assez de fonds. Voilà, excellente réponse. Ouais. Swing, il faut des fonds. Swing, il en fait. Ok. J'essaye, selon ce que vous voulez faire, moi je pense que, je pense, c'est sûr, c'est sûr que je le pense. Lorsqu'on veut être un trader équilibré et être en gain de manière régulière dans le temps, dans toutes les conditions de marché, c'est bien de faire de l'intraday, mais il faut pouvoir ou il faut savoir faire du swing. Parce qu'il y a des marchés qui vous seront très favorables en swing, il y en a qui ne le seront pas, et vous aurez des marchés qui seront très favorables en intraday, il y en a qui ne le seront pas. Donc c'est bien de pouvoir donc travailler les deux styles en fonction des marchés, et en plus c'est très formateur parce que on va dire que les qualités qui sont demandées aux scalpers ne sont pas les mêmes que celles du swing trader, hein, parce que on va dire que le scalper, c'est beaucoup de concentration, beaucoup de réactivité, beaucoup de capacité à maîtriser ses émotions dans un temps relativement court et la possibilité de rebondir très vite aussi. Je trade, je gagne, je perds, je gagne, je perds, bref. Bon. En swing trading, ça n'a absolument rien à voir parce que le swing trading, ça va vous obliger à tenir la position très longtemps. Donc là, avec un levier qui est inférieur, évidemment, mais donc ça veut dire que le stress que vous avez est moins fort que lorsqu'on est en scalping, mais c'est un stress qui dure lorsque vous êtes en scalping ou lorsque vous êtes en day trading. Ça va durer de quelques minutes à quelques heures. Lorsqu'on est en swing, si vous êtes en swing pour 3 jours ou pour 3 semaines, mais vous allez être dans un état de stress moindre. J'emploie le mot stress, mais voilà, c'est on va dire de surveillance, on va dire, mais qui va être étalé dans le temps. Évidemment qu'on n'a pas l'utilité à être très concentré, on n'a pas l'utilité à réagir très vite vu que l'on a le temps, voilà. Mais c'est autre chose. Alors, le gros avantage du swing, moi, je vais vous dire, j'ai mis très longtemps avant d'y venir. Donc, très longtemps, ça veut dire une grosse dizaine d'années quand même, hein, voilà. C'est vraiment quand je suis devenu pro pratiquement que je me suis mis au swing parce que là aussi, les tailles de position faisaient que c'était plus facile à gérer. Et, et en fait, on comprend lorsqu'on fait du swing une vérité que vous comprendrez le jour où vous le ferez, qui est la suivante, c'est que lorsqu'on est scalper, lorsqu'on fait du trading, on travaille à fond et on est à fond à la caisse sur les écrans, sur la concentration, sur la réactivité, sur le relax. Enfin bref, on est à fond. Et on n'est pas nécessairement récompensé en fin de journée de tous les efforts que nous avons faits. Voilà. Bon. En swing, ben, vous faites votre analyse, vous rentrez votre position, vous placez votre invalidation, vous placez vos objectifs éventuellement. Et en gros, le job, il est terminé. Donc, ça vous a pris 3 minutes. Enfin, ça vous a pris analyse plus 3 minutes. Et après, c'est le marché qui va travailler pour vous. Donc, le marché qui travaille pour vous, ça fait une immense différence.
Est-ce que vous le comprenez quand je dis ça ou pas? Je serais assez curieux de savoir si, parce que je dis ça, voilà. Alors, moi, je vous le dis, puisque vraiment, je l'ai vécu, voilà, c'était en particulier, je le faisais pas ou très très peu. Quand je suis devenu pro, je me suis rendu compte qu'effectivement, ben, tu ouvres une position. Ben, imaginez l'immense confort que c'est lorsque vous êtes en position à l'achat ou short, on va dire short. Vous arrivez et lorsque le marché se met en marche, que vous êtes à l'intérieur, vous vous asseyez et vous surveillez. C'est tout. Lorsqu'on est en scalping et en trading, je le sais, j'en fais, on surveille. Où est-ce que je peux rentrer? Où est-ce que je mets le stop? Et je le mets là. Et j'y retourne, etc. Est-ce qu'au moment où je rentre, est-ce qu'ils vont pas me... Enfin bref. Voilà. Et après, tu me disais, il est difficile de démarrer au bon moment en swing. Je réfléchis à cette question. Il est difficile de démarrer au bon moment en swing. Tout va dépendre. Tiens, excusez-moi, je vous ai pas collé vos réponses. C'est pas sympa pour les autres qui ne répondent pas. Euh, Tout va dépendre en fait de. Je sais, alors, si vous travaillez en intraday avec des stratégies extrêmement claires, normalement, les stratégies que vous avez en intraday, hein, donc en 5 minutes ou en M1, enfin bref, l'UT que vous avez, vous devez pouvoir le répéter en M30, H1, H2, etc. Normalement, une stratégie doit être fractale. Enfin, moi, les stratégies que j'utilise, que je sois en 1 minute ou en un jour, la stratégie est exactement la même. Je ne sais pas si c'est votre cas ou pas. Mais voilà, donc si c'est ça, honnêtement, rentrer au bon moment reste possible. La seule chose, après, effectivement, c'est que les opportunités, on va en avoir beaucoup moins. Que les opportunités ne vont pas nécessairement arriver sur les horaires où on est juste en face des écrans. Alors que en intraday, c'est sûr que les opportunités, on en a énormément, jour. Voilà. Mais après, le vrai problème pour moi, c'est un problème de taille. Effectivement, si vous êtes habitué à des stops à 5 points ou donc 10 points, vous allez avoir un stop à 100 points, à 150 points. C'est long. Donc, il faut que vous soyez en mesure de mettre un risque 10 fois moindre pour avoir un risque qui ne soit pas supérieur sur le trade, ou alors il faut que vous preniez un risque 3 fois moindre, et à ce moment-là, ça veut dire que vous travaillerez avec un levier 3 fois supérieur. Bon, voilà. C'est un choix, mais honnêtement, il faut y réfléchir. Lorsqu'on vient vers cette activité, il faut pouvoir faire du scalping, il faut pouvoir faire des trading, du swing trading, et puis après, il faut pouvoir aller vers les actions, parce que les actions aussi, lorsque les marchés sont en hausse, alors évidemment, peut-être que pour les mois à venir, ce n'est pas ce qu'il faut faire, même si après, il y a de quoi quand même faire toujours. C'est aussi un jeu donc très intéressant de trouver des actions qui sont en hausse si on en trouve encore, mais voilà. Et si vous êtes complet, si vous faites tout ça, donc déjà intellectuellement c'est très intéressant, et après, j'insiste bien, c'est que financièrement c'est très intéressant parce que vous avez une partie où vous travaillez vraiment, vous êtes en mode très concentré, très actif, vous avez une partie où là c'est où vous faites vous analysez, vous faites votre travail. Après c'est le marché qui va travailler pour vous. Puis après vous avez toute la partie en investissement. Voilà. Ouais. Alors voilà, ça c'est j'ai
longtemps, ce que tu me dis, voilà, il faut être polyvalent. J'ai longtemps plaidé pour la spécialisation, d'accord? Et je continue à plaider pour la spécialisation. Tous les traders que je vois réussir sont avant tout des traders qui se sont spécialisés. Voilà, ça c'est vraiment ce qui fonctionne bien. Mais après, il faut pouvoir s'élargir. Donc, c'est exactement ce que tu me dis là avec un chef. Ben, un chef cuisinier, peut-être va être spécialiste du froid, puis après il va apprendre le chaud, puis après il va apprendre le sucré. Donc, il saura tout faire au final. Donc, c'est très bien, je pense, au début de se spécialiser. Mais après, il y a un moyen de se spécialiser, non pas sur un style, dans le scalping ou l'intraday ou le swing, mais de se spécialiser sur une stratégie. Et vous pouvez être un spécialiste d'une stratégie, retracement, les cassures, enfin bref, voilà. Je rentre quand il y a ça, je rentre quand c'est comme ça, parce que, enfin bref, voilà. Vous avez plusieurs items que vous maîtrisez bien, que vous connaissez bien, vous savez quand rentrer, vous savez comment vous rentrez. Et si vous savez faire ça, vous pouvez normalement le reproduire sur toutes les UT. Sur toutes les UT. Et ça, moi, c'est vraiment ce que je conseille, c'est être spécialiste d'une stratégie, une ou deux, et que l'on peut reproduire sur plusieurs UT. Ce qui est très mauvais, ce qui ne fonctionne pas, c'est quand tous les matins on change son style. Voilà. Ça, donc par contre, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions sur le sujet. Alain, même, je ne sais pas. Pas de questions pour moi, donc je vois qu'il y a des. Alors, je vois que tu coches au fur et à mesure les questions, donc il faut que je fasse le ménage aussi de mon côté. Ok. Bah, écoute, Alain, moi je pense que j'en ai fini. Hein. Si je n'ai plus de Alors, questions, j'espère que ça a été utile, tout ça. Oui, Alain. merci Bernard. Donc, qui nous a pris à nouveau 1 heure, mais qui aurait pu prendre plus ou un peu moins. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est peut-être, alors là, je vais juste faire un lien en reprenant un instant la diffusion de mon écran, donc en choisissant Oui. donc de repasser sur mon écran. Alors, je prends ici, comme dirait l'autre, voilà, montrer mon écran. Donc là, cette fois-ci, vous devez visualiser l'accueil. Alors non, c'est pas le bon écran, c'était ça qu'il fallait diffuser. Alors, pourquoi il me met ça? Je vais juste choisir autre chose. Non, non, faut pas. C'est les joies du direct. Voilà, au moins ça fait rire Bernard. C'est les joies du direct. Et je Non, mets, mais voilà. c'est Donc, parce non, que non, mais je suis heureusement qu'on a un petit écran de contrôle. Heureusement qu'on a un petit écran de contrôle. Donc, moi aussi, je suis comme Bernard, j'ai plusieurs écrans. J'en ai pas autant que Bernard. Donc, j'ai moins de chances de me planter, mais ça arrive quand même de se planter. Donc, Bernard dispose d'un espace de discussion sur le site Univers Bourse que vous avez maintenant à l'écran. Donc là, on est sur l'accueil du site, la page d'accueil du site Univers Bourse. Lorsque l'on descend ce site internet dans la colonne de droite, vous voyez des noms apparaître comme Éric Lefort, Bernard Prat-Desclaux, Benoît Fernandez-Rioux, voire Philippe Lermy. Donc, dans la partie Bernard Prat-Desclaux, vous avez une analyse des marchés en direct. Donc, c'est en lien avec notre webinaire de ce soir. Voilà, je viens de cliquer sur cette discussion qui a été ouverte il y a un peu plus d'1 mois par Bernard et pour laquelle j'ai mis un petit commentaire tout à l'heure pour annoncer le webinaire à nouveau de cette file de discussion que nous aimerions, Bernard et moi-même, poursuivre les échanges en lien
entre les différents rendez-vous webinaires et pourquoi pas Alain, je t'ai perdu. Allô, allô. Je sais pas si je perdu ou pas. Est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous me recevez? Ah voilà. Donc, Alain, si tu m'entends, on ne te reçoit plus. Je te le colle. Merci Mathieu qui le confirme. Je ne sais pas si moi vous m'entendez. Je sais pas si moi vous m'entendez. Je vais juste me dire si moi vous m'entendez. Oui, Bernard, ok. Merci François. Merci Mathieu. Merci François. Donc Alain, je pense que tu vas avoir un problème. Je vais terminer. Je pense que Alain doit avoir un petit souci technique. Ceux qui y arrivent, ok, ça marche. Donc, si vous n'entendez pas Alain, je vous fais la fin du webinaire. Écoutez, moi je vous remercie pour votre attention. Effectivement, alors c'est vrai que je suis pas souvent sur le site, mais je vais essayer. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions sur le site, ce qui m'obligera à aller sur le site et à vous répondre. C'est vrai que je suis quand même focus sur les marchés et donc je trade, donc je suis occupé. Mais surtout, vous n'hésitez pas. Vous allez sur le site, vous posez toutes les questions que vous voulez. Vraiment, moi, c'est un plaisir. Je me régale de faire ça. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, des excellents investissements, un excellent trading, évidemment, et à très très bientôt pour le mois prochain, si ça vous intéresse.